Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là. Alors, je suis Sylvia Digard, je suis journaliste spécialisée dans le design et l'architecture. Et puis, comme tout le monde, j'ai vécu le confinement, le télétravail, le retour partiel au bureau. J'avais pu constater avant la crise Covid, à travers les différents reportages que je fais, que la transformation des lieux de travail était vraiment en train d'évoluer, notamment avec la création de tiers-lieux, comme on dit. Et puis, on peut dire que le premier confinement a vraiment précipité cette évolution. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de révolution? On verra ça tout à l'heure. Selon une récente étude de JLL, 66% des Français souhaitent adopter le travail hybride. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? On verra ça aussi tout à l'heure. Il faut redonner l'envie aux salariés de retourner au bureau, d'où la nécessité de créer des espaces de coworking qui améliorent l'expérience de travail. Vous imaginez que ça ouvre une porte incroyable à l'architecture d'intérieur, et donc aux architectes et aux designers. Rendre un lieu désirable, remettre l'usage et l'humain au centre des préoccupations, c'est un super terrain de jeu pour nos créatifs. Pour tout cela et pour développer tout ça, on va parler avec Valérie Guéné, Bonjour. directeur artistique. Bonjour. Vous êtes directeur artistique au sein du Design Studio de Tetris à Paris, Mhm. avec Stéphane Ben-Simon. Bonjour Stéphane. Bonjour, Vous bonjour à êtes tous. CEO de Wojo, pardon, acteur majeur du marché des nouveaux lieux de travail, des nouveaux lieux de vie au travail. C'est pas dur à dire pourtant, mais bon. Alors, et puis on finira avec Amaury Watling, qui est directeur artistique chez Tetris. Bonjour à tous. Alors, et puis en fin de webinaire, vous découvrirez une visite virtuelle de l'espace Wojo Tolbiac. Vous allez voir, c'est super. Donc, première question à Valérie. Vous êtes directeur de la création Paris Design Studio chez Tetris, on le disait. Mhm. Est-ce que cette crise a précipité l'évolution du monde de travail et du lieu de travail? Donc, je disais tout à l'heure, on parle d'évolution ou on parle de révolution? Alors, c'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution des tendances qu'on a un peu étudiées dans l'univers du tertiaire pendant une dizaine d'années. Je me suis amusé, on a en interne un département études et recherches chez JLL Tetris qui chaque année fait paraître des études sur cet environnement-là. Et en fait, depuis 2012-2013, il y a la plupart des sujets qui sont des sujets d'actualité en ce moment, c'est des sujets dont on a déjà discuté, débattu, sur lesquels il y a déjà eu des études. Par exemple, dans les années 2012-2013, on parlait du nomadisme avec l'évolution des nouvelles technologies, puis l'esprit start-up. Autour de 2015, on parlait du flex office, et puis des nouveaux modes de travail, du coworking. Donc en fait, on vit juste un moment avec une accélération qui a été assez brutale ces derniers temps, mais deux tendances qui sont des tendances qu'on observait déjà depuis longtemps. D'ailleurs, ça me fait penser à un élément, on en avait parlé rapidement, il y a quelques années de ça, en 2015, avec Flore Prader, qui est la directrice du département études et recherches JLL Tetris pour la partie bureau. On avait écrit un scénario prospectif qui s'appelait La vie de Sophia. Et qui rassemblait une partie justement toutes ces réflexions, ces préoccupations. En gros, c'était l'histoire d'une jeune cadre qui avait deux enfants, qui était partie s'installer à Bordeaux, et puis qui faisait une partie de sa semaine en télétravail et en coworking, et puis, bah, elle avait du coup une qualité de vie beaucoup plus intéressante parce qu'une maison avec un jardin, elle emmenait ses enfants à l'école en vélo. Et puis, elle allait 2 jours à 3 jours par semaine au siège de son entreprise à Paris. Et elle aimait beaucoup ces moments qu'elle considérait comme des moments assez forts où elle se reconnectait avec son équipe et puis elle vivait des moments de happening professionnel. Donc voilà, c'était déjà finalement un peu dans les tuyaux. On voit qu'il y a 5 ans, on en parlait déjà. Il faudrait l'éditer, en faire une série, une web série. Pourquoi pas, ouais. Ouais, à l'époque, ce qui était marrant, c'est qu'on a utilisé ce scénario-là pour pas mal d'ateliers de co-conception avec des collaborateurs en leur disant, bon, Ouais. voilà comment vous imaginez le travail demain. Et en fait, ils considéraient le scénario comme complètement fantaisiste et complètement utopique. Alors voilà, bah, force est de constater que finalement, bah, ces tendances-là, elles sont bien inscrites maintenant. Et puis que quelque part, la Covid, elle nous a presque fait gagner 10 ans en termes d'évolution sur les modes de travail. Alors, ça veut dire, si on peut rechercher du positif un peu dans ce qui est négatif, c'est que ça a finalement été très positif pour l'univers du bureau.
Ouais, alors C'est très, je suis enfin, un, très positif, ouais. un petit peu positif. Oui, je suis un peu optimiste de manière générale. Je vais tempérer un peu mon propos. On a vécu quelque chose qui est très brutal et surtout très profond parce que la Covid, elle a bouleversé complètement notre façon de voir le quotidien, de voir. Enfin, on a recadré un petit peu toutes nos priorités par rapport au travail, à l'environnement, etc. Et c'est vrai que le travail, qui est un élément fort de notre société, ben, il est re-questionné aussi il est bouleversé par tous ces éléments-là. Lesquels, par exemple? Bah, il y a des éléments importants. Par exemple, il y a des éléments qu'on considérait comme un peu crispants. Par exemple, on s'est dit, avec l'adoption massive du télétravail, il va y avoir une perte de performance des collaborateurs. Et puis, en fait, on se rend compte dans la plupart des études qu'on peut avoir qu'il n'y a ni véritablement un effet négatif, ni un effet positif sur ce point-là. Par contre, le fait d'être chez soi, donc avec la rupture d'un quotidien collectif, le fait de plus savoir forcément, de ne pas retrouver du sens dans son travail au quotidien, eh bien, en fait, c'est ça que ça a vraiment mis en valeur, c'est le fait que le travail, c'est pas que de la production, c'est pas que des moments où on travaille ensemble, c'est aussi des moments de collaboration et des moments de vie ensemble. Et c'est un des grands enseignements de cette crise du Covid, c'est le fait que le travail, ce n'est pas que produire, c'est également se retrouver ensemble et participer du projet de son entreprise. Donc, justement, les objectifs pour les entreprises, quels sont, qu'est-ce que Bah, c'est? il y en a plusieurs. En fait, il y a une grande part des réflexions en ce moment. Déjà de base, une entreprise, il faut savoir que l'immobilier dans une entreprise, c'est le deuxième poste après les salaires. Donc, c'est quand même un poste qui est très, très important. Et puis, ben, avant le Covid, on s'apercevait que globalement, en Île-de-France, les bureaux étaient utilisés à 60%. Donc, les entreprises, évidemment, elles se posaient des questions d'optimisation de leur performance immobilière, du coup, rationalisation des surfaces et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est un facteur économique, mais c'est aussi un engagement aussi des entreprises qui essayent à travers ça d'être plus fidèles à leurs engagements RSE, c'est-à-dire réduire ses surfaces et aussi réduire sa consommation et son impact environnemental. On va vers des bâtiments qui sont plus éco-responsables, plus respectueux de l'environnement. On a aussi des moyens de gestion de l'occupation qui vont permettre de faire baisser la facture énergétique et les conséquences qu'on va avoir derrière. Et puis, il y a aussi toute cette mise en place d'un nouveau rythme de travail qui permet aux collaborateurs de travailler de chez eux et puis également avec tous les tiers-lieux de proximité, avec une dimension qui a un vrai impact sur la mobilité et du coup sur toute la pollution atmosphérique qu'on peut constater. Alors, qui dit tiers-lieu dit Stéphane. Mhm. Oui, Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à tout ça? bah écoutez, nous on le vit au quotidien hein, chez Rojo avec nos 15 sites ouverts en France et en Espagne, avec plus de 600 entreprises qui sont installées chez nous et on voit apparaître un pic de demande ces derniers temps, post-crise, euh, pour justement répondre à ces nouvelles attentes des entreprises que Valérie a mentionnées. Ce, ce choix de réduire l'empreinte de bureau, de faire des économies et de rechercher vraiment cette flexibilité. Le mot majeur de ces derniers jours, de ces derniers mois, en termes d'immobilier d'entreprise, c'est la flexibilité. Ne pas s'engager sur des baux à 3 ans, 6 ans, 9 ans. On ne sait pas exactement où on va. De gagner de la flexibilité donc dans le temps, en nombre de postes, d'espace, parce qu'aujourd'hui on est 10, demain on peut être 20, on peut revenir à 5, et puis de gagner également en flexibilité en termes de localisation. On voit très bien que le point noir du retour au bureau, c'est avant tout le transport, la perte de temps dans les transports, 1 heure et demie dans les zones très densifiées comme Paris ou les grandes villes en région. Et donc, les entreprises cherchent à faire revenir leurs collaborateurs au bureau et la meilleure façon de les faire revenir au bureau, c'est de rapprocher le bureau du C'est lieu. un mi-bureau, quoi. C'est à mi-chemin. Voilà, c'est de rapprocher le bureau de lieu d'habitation et puis de donner un contenu au lieu et donc de répondre aussi à cette question de modularité, c'est-à-dire avec des espaces très, très différents et enfin d'attirer le retour au bureau, c'est un vrai sujet. Hein. Je discute avec beaucoup de directeurs des Je vous ressources humaines confirme. ou des, ou des- ou des chefs d'entreprise qui se posent tous
des questions sur comment faire revenir au bureau, et puis après, comment attirer les nouveaux talents, comment les garder. Et là, euh, l'enveloppe que représente le bureau, l'espace bureau est extrêmement importante. Il faut savoir animer, et bon, on en reparlera sans doute un peu après pour ce qui est du comportement et des collaborateurs. Alors, peut-être, Valérie, on peut reprendre sur le côté attractivité, enfin, Ah oui, bah, ça me fait penser à ce qui s'est ou passé. avant, si vous voulez rebondir sur parce que ces mots-clés, flexibilité, modularité, attractivité, on peut tout à fait Bah, développer à l'infini, hein. oui, c'est vrai. Alors, ben, Stéphane, il en a bien parlé, hein, Hein. la flexibilité, c'est vrai que s'engager dans une période d'incertitude, aucune entreprise n'a une boule de cristal, d'autant plus avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, la flexibilité que peut amener le coworking est très intéressante. Le pendant en termes d'aménagement, c'est qu'on a des entreprises qui souhaitent avoir énormément de modularité sur leur site, c'est-à-dire d'avoir des espaces qu'on va pouvoir reconfigurer pour s'adapter à de nouvelles situations, une augmentation d'effectifs, le développement d'un nouveau mode de travail qui va réclamer des surfaces ou de réorganiser. Après, sur le sujet de l'attractivité des talents, oui, c'est un vrai enjeu. Bon, alors, on le voit déjà depuis plusieurs années. Euh, Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu un événement assez marquant, ça a été dans les années 2014-2015, il y a eu toute l'explosion des GAFA. Et du coup, ça a vraiment marqué le pas parce qu'on s'est aperçu que Facebook, Google avaient des espaces de travail qui étaient complètement atypiques. On était complètement en rupture avec ce qui se faisait sur un modèle d'organisation plutôt productif. Et donc, ça a vraiment ses dates. Alors bon, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. À cette période-là, bah, il y avait une explosion de la nouvelle économie. Et du coup, quand on était dans la Silicon Valley, eh bien, on pouvait du jour au lendemain poser sa démission, mettons chez Microsoft, et puis retrouver un emploi l'après-midi chez Hewlett-Packard. Donc, la volonté justement de toutes ces entreprises de vouloir retenir les talents et en attirer d'autres, bah, quelque part, j'allais dire presque en cédant aux caprices. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est mis à l'écoute des collaborateurs et puis on a répondu à leurs moindres désirs pour faire en sorte qu'ils restent. Alors, Le syndrome du baby-foot. voilà, ça a été le syndrome du baby-foot qui a été, mais on a vu des choses bien plus spectaculaires que Oui, ça. oui, oui, Et non, on mais a je eu rigole. voilà, on a Mais eu c'est des vrai que c'était ce qu'on voyait avant voilà, toute chose, c'était hyper nouveau. voilà. Alors le point très positif, c'est que ça a permis de donner un grand coup de pied dans justement cet univers. Donc ça nous a donné l'occasion de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Néanmoins, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. S'il y a un enseignement à retenir de cette période-là, vu que c'est assez différent déjà entre les États-Unis et l'Europe, mais également sur la façon de fonctionner pour ces entreprises-là, qui avaient quand même du cash à ne plus en pouvoir, c'est le fait qu'on se rend bien compte, tout le monde s'est bien rendu compte que dans une entreprise, ce qui était important, ce qui était la force de l'entreprise, c'était les collaborateurs. Et du coup, Justement. oui, oui, justement les collaborateurs. Et, et du coup, bah, on a offert beaucoup plus de services, etc., etc. Donc, s'il y a bien quelque chose qui a basculé, c'est que quelque part, entre cet événement-là qui a provoqué beaucoup de bouleversements, dont la création des coworking, et puis ce qu'on a vécu ces derniers temps, il y a une vraie prise de confiance que la richesse de l'entreprise elle dépend justement des collaborateurs et du coup que toute la dimension qui est liée autour de l'animation, des services, du bien-être des collaborateurs, etc. Mais ça, on va est en une place parler très avec forte. Stéphane, Valérie, parce qu'il faut, on nous dit qu'il faut accélérer, hein. Ah oui, Voilà, dans l'oreillette, l'autre oreillette. un sujet Alors, passionnant. Stéphane, euh, comment on rend un lieu attractif et comment on donne envie aux salariés? Et puis, qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients au quotidien, en fait? Alors, pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire, il faut redonner du sens au travail avec ce qu'on a vécu. Et le sens au travail, c'est aussi un sens au lieu de travail. Et c'est pour ça que euh, toutes les entreprises et les salariés réclament, on le voit sur ce sondage, 80% des salariés français souhaitent de l'employeur leur propose un bureau plus humain. Il faut donner du sens et du bien-être au travail et au lieu de travail. Donc ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire évidemment des moments mémorables, des lieux adaptés, des différents lieux euh, qui peuvent être évidemment le bureau, mais aussi des espaces de travail en commun, des salles de réunion, des lieux de restauration. Voilà, c'est une alchimie
qui est assez nouvelle. On voit équilibre de vie, 66%, c'est Oui, important. Et je crois qu'après, derrière, il y a vivre des expériences à 61%. Donc, mais il y a... c'est tous ces éléments-là qui montrent encore une fois que les salariés, les collaborateurs recherchent dans le travail, dans le lieu de travail, quelque chose de nouveau. Si c'est pour aller au bureau, faire ses mails dans son bureau sans voir personne, autant rester chez soi, c'est clair. Et donc, la fonction bureau a une nouvelle euh, profondeur qui est une profondeur de collectif, de social, d'enrichissement personnel. Et c'est là où il faut le retrouver. Et l'enveloppe, l'écran que nous construisons avec Tetris, en l'occurrence sur le projet de Tolbiac, mais nous, dans le monde du coworking, c'est justement ça. Et en plus de rapprocher avec des lieux différents. Donc, il faut avoir ça en tête parce que sinon, on ne fera pas revenir les gens au bureau et on n'attirera pas les nouveaux talents. Avant qu'on passe au travail hybride, Stéphane, très rapidement, quand même, vous avez une expérience de l'hôtellerie, puisque vous avez travaillé longtemps dans ce secteur-là. Là, on a l'impression que ce qui s'est passé il y a quelques années sur l'hôtellerie est en train de se transférer sur le monde du bureau. C'est ça, c'est rendre attractif un lieu, c'est hyper important. Et l'enjeu est Oui, là. Très vite, hein, parce que je vais me ouais, faire ouais. gronder. On retrouve les codes de l'hôtellerie avec cette dimension émotionnelle qui est très importante dans l'hôtellerie, évidemment. Design en fait partie. Euh, avec nous, on a la chance chez Wojo, on a deux actionnaires, Bouygues Immobilier et Accor. Donc, c'est bien la conjonction entre l'immobilier et l'hôtellerie. Et donc, on s'est inspiré évidemment de fortes ADN, à tel point qu'on est en train de développer les Wojo également dans les hôtels Accor, en faisant des Wojo spots, mais également en transformant des espaces dans les hôtels en espaces de coworking. Parce que les codes s'y prêtent parfaitement. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment le service. C'est ce qui est très attendu par les entreprises et par les Oui. collaborateurs, de vivre du service. Il n'y a pas de raison que d'aller au bureau, ce soit une punition. C'est un moment de partage, d'émotion. Je sais que ça peut paraître loin de ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui, mais on n'aura pas d'autre choix pour faire évoluer les choses. Alors, tout à l'heure, on parlait de travail hybride. On ne sait pas ce que ça veut dire, si ce n'est que vous allez nous le dire, mais si ce n'est que le bon sens veut qu'aujourd'hui, avec tous ces changements, ben, il faut un mix et il faut équilibrer les choses. C'est ça, en fait, Alors Valérie? oui, fondamentalement, c'est ça. Il y a un vrai sujet, c'est de savoir, en fait, c'est un hybride. Donc, qu'est-ce qu'on mélange? On mélange le travail ici, c'est-à-dire là où je suis, à mon domicile, dans un coworking, si je suis confiné en province, enfin, bref, hors du cadre professionnel. Et puis après, le travail que je fais là où je vais. Ça peut être au bureau, en rendez-vous professionnel, en déplacement, etc. Et du coup, ces deux notions-là, elles ont beaucoup bouleversé un peu la façon qu'on avait, parce qu'avant, on se rendait au travail, et puis point barre. Là, on s'aperçoit que finalement, on a un terrain de jeu qui s'est vraiment étendu. Et du coup, ça pose pas mal de questions, non seulement aux entreprises, mais aussi au milieu de l'immobilier, parce que ça repose la question fondamentale, c'est quoi l'utilité d'un espace de travail? Stéphane le disait très bien, si je ne vais pas venir au bureau pour trouver un poste de travail, puisque j'en ai déjà un chez moi. Et puis, même sur les questions qui sont celles de la collaboration à distance, on s'aperçoit maintenant, après l'expérience, qu'on arrive à collaborer et à travailler de manière assez efficace à travers tous les outils de collaboration à distance. Donc, ça pose des questions. Ça pose des questions de qu'est-ce que je viens chercher quand je viens au bureau? La machine à café, visiblement, La c'est machine à le... café, on n'en est pas loin, mais comme le disait Stéphane, quelque part, on cherche à réconcilier le monde du travail avec notre vie quotidienne, hein, avec ses contraintes, etc. Donc, on va devoir aussi proposer autre chose dans le cadre du travail. Donc, en fait, on ne remet pas du tout en cause le rôle du bureau. On l'a vu tout à l'heure, le rôle social de l'entreprise, il est évidemment. Mais globalement, Très important. oui, c'est très important, mais on revisite un petit peu différemment. On se dit, tiens, quelles sont les tâches que je fais mieux chez moi? Quelles sont les tâches que je vais devoir faire au bureau? À quel moment c'est important que je sois au bureau parce que j'arrive pas à être aussi performant, productif, etc., etc. Alors, ça fait penser, là, on le voit sur la slide, à la notion d'activity based. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, l'activity based, c'est un principe d'organisation dans les aménagements de travail où plutôt que de confier des territoires ou des bureaux à des équipes, on prend l'intégralité du bâtiment et puis on met des activités
Par exemple, on va installer une bibliothèque pour se concentrer, faire du travail de réflexion. On va créer des espaces qui sont des espaces d'animation pour brainstormer, faire du design thinking, etc. Donc, en gros, c'est l'activité qui guide quelque part l'usage de l'espace. Là, ce qu'on est en train de vivre globalement, c'est entre la maison, le lieu de vie personnel, etc. Eh bien, c'est l'étendue de cette activity-based qui peut être à l'échelle de la ville. Je me rends compte que je peux travailler de chez moi, d'un tiers-lieu, ou de mon bureau, voire même à l'échelle même du territoire, puisque en 2 heures de TGV, je suis maintenant en province et je peux très bien travailler à côté de mon bureau à 2 heures de TGV. Donc, un peu cette notion d'activité. Il y a aussi un autre thème dans le travail hybride, c'est celui de la technologie. C'est le mélange du virtuel et du présentiel. Là, on se ferait presque une émission de télé juste avec un ordinateur. Voilà, un des grands enjeux, c'est d'améliorer un peu l'ergonomie et puis l'expérience de ces moments-là, et puis de voir aussi quand est-ce que c'est utile d'être en présence versus comment fonctionne, enfin, quels sont les intérêts à être à distance, surtout sur l'informatique, l'information, la collaboration rapide, enfin, on donne ça. Puis le dernier élément, alors là, c'est par rapport au lieu de vie. On revient sur le souhait d'avoir des bureaux plus humains. Là, en l'occurrence, c'est de se dire, on a un mélange des aspirations. On souhaite avoir ces bureaux pour réconcilier le monde du travail et la vie. Donc, du coup, le lieu du travail doit aussi être hybride. Il doit mélanger des moments de culture, des moments d'animation et des moments aussi de travail et de collaboration professionnelle. Manque que la sieste, mais bon, là, on voit. Des petites salles de repos, ça se fait aussi. Alors là, on voit club, hub, domicile. Donc, déjà, le modèle hub and club, ça veut dire quoi? C'est En vrai, fait, parce qu'avec toute cette révolution de lieux, viennent aussi des révolutions de mots ou des créations de concepts et de mots. Alors, c'est des mots ce ne qui sont pas que des concepts. ce ne sont pas que des concepts. Non, ils illustrent bien une tendance qui est justement, on parlait d'activity-based. En gros, voilà, la maison, ça semble naturellement l'endroit le plus adapté pour faire du travail concentré, de la réflexion ou avoir des échanges, mais des échanges qui ne vont pas demander une collaboration intense. C'est de l'information, des choses un petit peu descendantes. Donc ça, on a le domicile. Le club, le nom, il montre bien, c'est vraiment l'endroit de cohésion de l'entreprise. On voit très clairement que l'entreprise, c'est plus le lieu uniquement que de la production et de la performance, mais on est dans une thématique qui est celle du cercle, du groupe d'appartenance. Donc, c'est un lieu de ressources pour les collaborateurs, pour se situer dans son parcours individuel, pour collaborer avec ses partenaires, faire des travaux d'innovation et puis aussi animer tout l'écosystème de l'entreprise, les partenaires, les clients, etc. Puis le hub, ça rassemble l'ensemble des tiers-lieux et ça a un intérêt pour tous les gens, en fait. Le collaborateur, ça lui permet de trouver un lieu de travail à proximité et puis de vivre une expérience un peu épanouissante. Pour une équipe, c'est aussi le moyen de se déplacer pour vivre une expérience de management un peu différente, par exemple faire un séminaire ou une session de travail créative. Et puis pour une entreprise, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est bien sûr cette idée de flexibilité immobilière, mais c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir repérer des viviers, des talents, etc., dans ces tiers-lieux-là. Mais bon, globalement, voilà, on est sur un triptyque actuellement qui montre que finalement, on a tout un tas de lieux qui permettent de vivre des expériences qui sont des expériences différentes et de faire des activités qui le sont également. Et alors, le coworking, il apporte quelle réponse à tout ça? Alors, je ne sais pas si la question m'est adressée, si lui. Oui, oui, oui. Elle est adressée globalement, hein, puisque. Mais le coworking réunit tous ces éléments-là. C'est là l'intérêt. Alors, le mot coworking est un peu galvaudé, hein, vous avez compris, on met pas mal de Ah ouais, choses. parce qu'on met plein de choses dedans et en fait, à force, on ne sait plus. Oui, alors ce sont des lieux de travail partagés, mais en l'occurrence pour Wojo, on a l'essentiel de notre offre, ce sont des bureaux privatifs pour des entreprises, 80% ou 85% de l'espace. Après, il y a des espaces effectivement de travail partagés, des coworking. Nous, chez Wojo, on a une très grande sensibilité sur les espaces de travail partagés. Ils sont soit animés, soit silencieux pour permettre à tout le monde de pouvoir travailler et de tordre le cou à cette image de coworking où c'est bruyant, où on ne peut pas travailler dans le calme. Non, au contraire, on a travaillé avec Tetris sur des espaces, on y reviendra, très calmes et animés. Et donc, ça réunit tout ça. Et puis, il y a des services, encore une fois, des services d'accueil, des équipes qui mettent en relation les clients
entre eux, puisque la force de ces espaces-là, c'est qu'il y a plusieurs entreprises par rapport à d'autres entreprises qui ont transformé leur espace. Nous, nos espaces, c'est multi-entreprises et donc les entreprises se croisent, échangent, partagent, ce qui redonne encore une fois du sens et de l'épanouissement aux collaborateurs. Et c'est ça qui fait un peu la force de notre lieu. Et puis, Ça peut créer des business en plus, on ne sait pas. ouais, ça crée des business. Non, non, mais tout à fait. On crée des business. Nos équipes Wojo ont pour mission, et ça fait partie de leur job description. D'ailleurs, c'est ce qu'ils adorent. Ils prennent beaucoup de plaisir à bien rentrer dans le contenu de chaque client et de les mettre en relation, de créer des animations, des conférences professionnelles. Dès qu'il y a un nouveau client qui arrive dans un site de coworking, il se présente aux autres, il dit ce qu'il fait et ça peut ouvrir des voies. Évidemment, l'aspect restauration est très, très important parce que c'est le côté convivial du moment de travail, c'est-à-dire le café le matin, le déjeuner, maintenant de plus en plus l'after work. Donc, il faut des lieux pour ça. Et tous les bureaux ne sont pas adaptés. Nous, c'est notre ADN, donc on fait ça. Et puis, C'est sûr que ça change de la cantoche, hein. ça n'existe plus, la cantoche, de toute façon. De toute façon, les cantoches, Bah non, la cantoche avec une table, on ne peut pas se mettre tous ensemble, tout ça. Donc non, ça n'existe plus. Mais quand il y a, dans les sièges sociaux, il y a quand même encore la cantoche. Ah non, non, mais ça, évidemment, c'est même l'essentiel de la proposition aujourd'hui de restauration dans les entreprises. Mais la réalité, c'est que c'est obsolète. C'est plus la demande des gens, l'attente des Mais gens. non, mais non, parce qu'ils veulent vivre une expérience restauration différente. Ils veulent manger d'abord quand ils veulent et comme ils veulent. Voilà. Et puis, la notion de bien-être, elle est à tous les niveaux. Elle est aussi au travail, et c'est pour ça qu'il y a des salles de sport, et c'est pour ça qu'il y a des animations, par exemple chez Wojo, on a des séances de yoga, de sophrologie, de méditation qui sont proposées aux différents membres et qui se rencontrent à ce moment-là. Donc voilà, ça regroupe quand même pas mal d'éléments. Alors Valérie, est-ce qu'on peut parler de ces espaces de coworking comme de laboratoire? Est-ce que vous avez Ah oui, oui, d'ailleurs, utilisé ça? oui, 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 d'ailleurs, les grandes entreprises s'y sont pas trompées, hein. Je Ouais. pense que Stéphane rebondira sur le fait qu'il y a une grande appétence des entreprises justement sur ce type de lieu, on va dire, alternatif, même si maintenant ils sont bien intégrés dans le modèle. Bah, il y a quelques années de ça, par exemple, dans le Sentier, il s'est développé vraiment, il y a eu tous les premiers coworking qui étaient au cœur de Paris. Et bah, de fait, on l'a expliqué tout à l'heure, comme pour une jeune entreprise qui n'a pas les moyens de s'engager dans un bail de longue durée, évidemment, l'installation dans un espace de coworking, c'était la solution. Et du coup, il y a pas mal de grandes entreprises qui se sont rapprochées justement, ou ont même détaché des équipes dans les centres de coworking, justement pour se rapprocher de toute cette French Tech. Et puis, bah, particulièrement les grandes entreprises des télécoms, tous les organismes financiers, pour pouvoir justement voir comment ces entreprises fonctionnaient et puis faire un réseautage et sourcer des jeunes talents. On en revient à l'idée de l'attractivité, la rétention des talents. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, je trouve, dans le coworking, c'est la liberté que ça permet par rapport à une organisation traditionnelle. Déjà, il n'y a plus les repères hiérarchiques. Dans une entreprise, même qui est une entreprise en transformation, à un moment ou à un autre, dans le projet et puis dans l'incarnation du projet, on trouvera cette notion de hiérarchie qui va faire qu'à un moment, bah, ça freine peut-être un peu l'ambition du projet et que ça en affaiblit un peu les ambitions initiales. Donc ça, c'est un élément qui est important. On cherche aussi dans les entreprises à faire beaucoup preuve de dynamisme, d'avoir de l'innovation, de sourcer des démarches en interne. Ce qui est intéressant aussi dans un centre de coworking, c'est que justement, la culture business, elle y est totalement différente. Elle fonctionne sur des idées d'échange, d'opportunisme. Juste, ça me rappelle par exemple, quand on a travaillé sur le centre de recherche et développement de Orange à Châtillon, Orange Garden, le mot d'ordre, c'était la sérendipité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens sortent de leur bureau. Et puis, alors la sérendipité, c'est le fait de créer des business, de trouver des idées complètement par hasard. On parlait tout à l'heure de la machine à café, c'est on se croise à la machine à café, on se connaît à peine, on commence à discuter. Ah, tu fais ça, moi je fais ça. Bah, super, on a un truc à monter ensemble. Donc c'est quelque part un peu avec la liberté qu'il peut y avoir dans les centres de coworking et puis le brassage des populations et des entreprises. Le centre de coworking, c'est vraiment un endroit aussi, cette culture business qui est très différente. C'est très fertile, ça permet de faire des projets innovants.
Puis bah, le dernier élément, on le voit déjà à l'image, c'est aussi toute la différence. C'est vraiment une autre notion du confort et de l'expérience de travail. Et du coup, bah, on a une tendance qui mixe des références du retail, de l'hôtel, de la pédagogie, enfin bref, toute une dimension qui va quelque part donner beaucoup plus d'attractivité et puis également mettre un environnement qui est complètement différent, donc déclencher un état d'esprit différent aussi chez les collaborateurs. Alors, bah, on va forcément parler de design parce que faire venir les gens, c'est aussi, ça passe aussi à travers le design, être bien dans le lieu et le designer, il a ça comme mission. Euh, alors, comment est-ce que le design ou l'architecture d'intérieur répond à ces enjeux-là, justement? Et on va voir à travers l'exemple de Jo Tolbiac. Comment vous y êtes pris? Le design, c'est un secoueur de plein de choses. Oui, d'ailleurs, on a la petite citation de Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est juste pour faire un petit point d'arrêt un peu Je sur cette. l'adore celle-là. Ouais, Je vous la pique. petit répertoire. Alors, c'est juste pour refaire le point sur le design, parce que souvent, le design, dans une sorte d'imaginaire populaire, c'est une sorte de style, en fait. C'est un Ah, style, m'en parlez pas, monsieur. Oh là un là là style là. qui Je représente, bataille contre ça. Le euh, style design, ça le style n'existe pas, design, qu'on soit bien d'accord. c'est design, hein. Et en fait, alors que bon, bah, bon, je pense qu'il y a pas mal des collaborateurs dans mon équipe qui sont un peu heurtés par ça, parce que c'est pas designer, c'est pas quelqu'un qui fait que du beau, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ben, les usages, les moyens de la création et de la production de cet espace-là. Par exemple, quand on est un designer, on se pose la question de savoir aussi si c'est utile, recyclable, si quelque part, enfin bref, il y a toute cette dimension qui est liée autour de la nature et de l'usage de l'objet. Donc c'est un peu du dessin à dessin. Enfin, en gros, le travail d'un designer, c'est pas de dessiner une énième chaise, c'est de se poser la Surtout question en de ce moment. s'asseoir. Voilà, c'est quoi s'asseoir? Donc là, il y a ça. Après, bon, l'aspect entre guillemets décoratif, et excusez-moi pour le terme, mais il est évidemment important aussi, mais c'est parce qu'il est utilisé à bon escient. En fait, les designers, ils manipulent tous ces codes qui sont des codes esthétiques, un peu artistiques, et ils ont une intention. Si je prends un exemple, je vois dans un magazine une pièce qui est totalement rouge, je me dis, waouh, ça claque, c'est beau, mais je me rends compte aussi qu'à vivre au quotidien, eh bien, je peux aller me prendre la tête avec mon voisin parce que je sais que cette pièce rouge, elle va avoir un effet sur mon comportement. Donc, le designer, il utilise quelque part les codes esthétiques pour servir son propos et il utilise justement tout ce registre-là pour servir aussi des fonctions qui sont aussi des fonctions, j'allais dire, presque impalpables. Par exemple, le fait de donner l'envie de s'évader, de provoquer de l'inspiration, de rêver, etc., etc. Donc, globalement, le designer, c'est celui qui maîtrise l'histoire et tous les codes de ça et puis qui va permettre de créer un espace dont les usages vont être nouveaux, mais également dont la livrée, j'allais dire, va accompagner cette intention. Et c'est particulièrement vrai justement dans les espaces de Wojo, parce qu'on se dit, on en parlait tout à l'heure, l'espace de coworking est plus libre que l'espace de bureau, et là, on en a une représentation. Les codes ne sont, il n'y a pas de code, les codes ne sont pas les mêmes parce qu'il y a quelque part pas de code. C'est ça la liberté aussi. Et vous pouvez, et le côté entre la maison, le siège social, etc., enfin, ou le bureau, l'espace de travail fait que vous pouvez vous éclater. Alors, ça nous amène au brief pour ce bel espace qui est Wojo Tolbiac. Vous m'avez dit, ça m'a fait marrer, c'est bien ça. Le brief, c'était surprenez-nous. Stéphane, dites donc. Ouais. Oui, bah, surprenez-nous, parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, on parle d'émotion, on fait rentrer l'émotion dans les lieux de travail, et donc la surprise fait partie de l'émotion, et on doit surprendre presque tous les jours, puisque, en tout cas régulièrement, puisque les collaborateurs viennent régulièrement sur les espaces de travail. Et donc, derrière le surprenez-nous, c'est pas juste des paillettes. C'est un travail très profond sur les fonctionnalités. Kevin, C'est un travail très profond sur les fonctionnalités avec on veut vraiment travailler des espaces différents, on parlait des bureaux privatifs, mais également
des étages où il peut y avoir des open space, ou des bureaux plus fermés, des étages, zones privatives, des zones événementielles, on en parlait tout à l'heure, le coworking, le bar, donc tout ça est très écrit de notre côté, du côté Wojo. Et après, évidemment, on pose la question à un partenaire comme Tetris pour créer cette enveloppe. Et là, il faut qu'on soit bien clair, c'est un nouveau travail qui englobe évidemment Wojo et le partenaire qui réfléchit à tout ça, mais c'est aussi un travail qu'on doit mener avec les propriétaires d'immeubles, les bailleurs, les investisseurs. Il ne faut pas les écarter de cet écosystème qui est très important parce que c'est eux qui détiennent les assets, les biens, et c'est eux qui doivent aussi rentrer dans ce monde-là et pour transformer leurs immeubles. Donc, nous, évidemment, on leur propose nos services pour qu'ils nous confient leurs immeubles pour qu'on puisse les traiter de cette façon-là avec pas mal d'éléments d'adaptation. Mais pour une fois qu'on a euh, une, euh, un alignement des planètes entre les besoins des salariés, le besoin des entreprises et le besoin ou les attentes des investisseurs, en tout cas dans le monde de l'immobilier, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est une période extrêmement excitante et intéressante. Et la partie visible est donc effectivement le lieu et le design qui accompagne ce lieu. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est designer et qu'on a un brief où on dit surprenez-nous, Amaury? Bah, c'est probablement le meilleur brief qu'on puisse avoir en tant qu'archi ou designer. C'est vrai que ça a été vraiment sympa sur ce projet d'avoir carte blanche comme ça sur le plan créatif, avec un brief qui est à la fois très simple, effectivement, d'aller chercher de la surprise, et en même temps assez complexe parce que très peu de cadrage au démarrage. Oui, puis c'est pas Du coup, facile. c'est ça, la surprise, il faut aller la chercher dans différents endroits, aller chercher la source d'inspiration. Et nous, on a cherché justement à ancrer, aller chercher notre genius loci dans l'histoire du quartier pour raconter un Le concept. contexte, donc. Voilà, tout à fait. Et donc, on s'est vraiment mis dans la peau d'un historien. On a remonté la frise historique assez loin jusqu'en 496 avec la bataille de Tolbiac remportée par Clovis. J'ai L'arrivée appris des plein de premiers trucs sur le ballons. quartier, moi, en plus. Nous aussi, c'est ça qui est fascinant. Et c'est vrai que c'est différent pour chaque projet et pour chaque Wojo, en l'occurrence, qui s'inspire vraiment à chaque fois de son environnement. La Stéphane est à Barcelone aujourd'hui. L'histoire est complètement différente. À Lille, à Lyon, à Paris. Donc voilà, à chaque fois, on vient puiser nos sources d'inspiration dans l'histoire locale ou dans d'autres éléments. Là, en l'occurrence, c'était vraiment cette frise historique qui nous a passionnés et qui nous a fait voyager aussi. L'arrivée des ballons d'air chaud qui s'est posé à 2 pas du site actuel, sur la butte aux Cailles, le développement du quartier industriel avec beaucoup d'ouvriers qui sont arrivés à ce moment-là, notamment des ouvriers chinois. Et puis la gare des marchandises, le dynamisme du quartier avec des arrivées de matières premières, des exports de produits finis. Un peu plus tard, en 75, après la guerre du Vietnam, donc il y a des communautés un peu plus larges du Cambodge, du Laos, du Vietnam et de Chine un peu plus largement qui sont arrivées et qui ont donné cette saveur particulière au quartier, une forme de signature assez unique à Paris. Et un peu plus tard, dans les années 80, on a eu une strate ou une couche très graphique, très colorée, avec l'explosion du street art qui est venu décorer les pignons de rue, les châteaux, les façades, etc. Et dans ce contexte-là, Wojo s'installe. Donc aujourd'hui, on a des projets super ambitieux sur le plan architectural. Et vous voyez le bâtiment en haut à droite, là, L'immeuble, ouais. l'immeuble, qui a été pour nous un terrain de jeu très sympa aussi. Qui vous a influencé aussi dans Qui la nous a création. inspiré, Inspiré, oui. influencé. Ouais. Donc un bâtiment qui était complètement retravaillé redessiné, repensé par l'architecte Monsieur Villobach, avec une belle rénovation Vinci, et un bâtiment qui est en porosité vraiment déjà avec son environnement extérieur. Il y a un vrai lien entre le bâtiment et la ville. Il y a une dizaine de terrasses végétalisées, c'est très vert. Et il y a ce travail sur la façade qui est absolument magnifique, qui a été fait par Carmen Perrin, l'artiste Carmen Perrin, qui a travaillé sur une façade en briques de verre dégradées, colorées,
qui a été vraiment le point de départ aussi sur le plan architectural de notre concept. Vous voyez à droite cette montgolfière qui s'élève dans les airs, qu'on va voir un peu plus tard dans la visite virtuelle, qui a été vraiment notre moyen de locomotion, notre point de départ et notre fil conducteur, d'où on a déroulé tout le concept autour de ça. Et alors aujourd'hui, évidemment qu'on ne parle pas d'architecture, architecture intérieure, design, sans parler de développement durable. Donc ça, c'était incontournable. Stéphane, d'abord, de manière générale. Ben, le projet que nous a présenté Tetris, on a eu plusieurs étapes, évidemment. Là, on raccourcit. Oui, oui, bah oui. Mais ça s'est imposé à nous de façon naturelle, à l'ensemble de l'équipe Ojo, sur ce travail de voyage intemporel dont Amaury va nous parler, va vous faire un parcours. Et ce que je disais, c'est que chaque site Wojo a sa propre histoire, a sa thématique, et on sait, avec ses fonctionnalités très fortes, et puis sa touche, sa signature très particulière. Après, il y a des incontournables que l'on a de fonctionnalités avec les différents espaces dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis l'autre incontournable, c'est évidemment le RSE, le développement durable de nos bâtiments, à la fois sur les pratiques à l'intérieur du bâtiment, le tri, les déchets. Nous, on est en énergie verte sur l'ensemble de nos bâtiments, mais également sur la construction avec un certain nombre d'engagements sur l'acoustique, la luminosité, les matériaux, avec des labels que nous avons mis en place, qui sont très Voilà. importants pour nous et pour nos clients, pour les entreprises qui viennent chez nous. Parce qu'on le disait tout à l'heure en introduction, le levier RSE remonte au-dessus de la pile, entre guillemets, à cause ou grâce, en l'occurrence, à la crise que nous vivons. Les entreprises veulent vraiment remettre la RSE au cœur de leur dispositif, et le bureau en fait partie. Et donc, les lieux qu'ils investissent doivent répondre à ces besoins-là. D'accord. Alors, la petite touch éco-conception chez Tetris, c'est quoi? C'était quoi, Amaury? Bah, elle a été assez importante en fait. Et d'ailleurs, Oui, on ne dit pas petite, alors la touch. parce que c'est un sujet qui nous anime vraiment au quotidien et sur l'ensemble des projets. Et sur celui-ci, donc on a effectivement contribué à la certification Wellcore au niveau de l'intérieur. Donc c'est effectivement un travail sur l'acoustique, sur le choix des matériaux qui va nous permettre de rendre l'espace agréable sur le plan acoustique, réduire les résonances, etc. Il y a un gros travail de lumière aussi qui a été fait pour encourager la lumière naturelle à pénétrer le plus loin possible dans l'espace, l'utilisation de lumière circadienne également, qu'on va voir un peu plus tard, le choix des couleurs et des matériaux qui est capital et qui nous permet effectivement de vraiment mettre au cœur de l'approche le développement durable, pardon, qui nous est cher. Alors, il y a du mobilier aussi Oui. dans cette veine upcyclée, etc. Exactement, c'est vrai qu'on aime bien C'était ça ma expérimenter. petite touch dont je parlais. Oui, on aime bien expérimenter des choses, des matériaux, du mobilier quand le projet et les clients nous le permettent. Et c'est vrai que là, sur ce projet, on a pu s'amuser avec notamment enfin s'amuser sérieusement avec cette table en On a le droit de porcelaine s'amuser recyclée, sérieusement, oui. tout à fait, à gauche. Et puis ces poufs en toile de montgolfière recyclée. Donc c'était un clin d'œil sympa avec notre montgolfière qu'on va voir un peu plus tard. Et il y a également au 9e étage cette table en marc de café recyclée. Donc ça, c'est assez fascinant parce elle parfume l'espace de café. Donc c'est assez Ça, c'est un stimulant. matériau dingue. Ouais. Oui. Végétalisation des terrasses, c'est ça? Et après, on va passer à la visite. Parce Tout à fait. Voilà. Donc les Ok. terrasses, il y a eu un gros travail effectivement de végétalisation. Le terrain de jeu était très sympa déjà, parce que beaucoup de terrasses, il y a 9 terrasses en tout. Et donc on a rajouté beaucoup d'éléments verts sur ces terrasses pour en faire des vrais lieux de vie et une extension de l'intérieur vers l'extérieur. Et on s'est rendu compte sur les dernières visites, effectivement, qu'il y avait tout un écosystème qui se développait. Il y a des abeilles qui viennent butiner toutes ces fleurs. On a installé des niches à oiseaux également. Donc, il y a quelque chose de sympa qui se met en place autour
de ces terrasses. Il y a une vraie C'est biodiversité. biodiversité et rafraîchissement parce que c'est quand même, ça tape hein, à certains endroits, avec le soleil et tout, Tout à fait. le vert et la végétalisation est hyper importante. Hein. Ouais, je peux C'est vous le ça. dire pour le Mm. vivre régulièrement. Et c'est le lieu qui fait la différence aussi. Dans sa conception, les terrasses sont prises d'assaut. Mm. Il y en a 10. Et comme tout le monde peut aller sur toutes les terrasses, Ah oui, là aussi, c'est pas des terrasses réservées à des entreprises. ouais. Toutes les terrasses sont ouvertes à toutes les entreprises. Et ça répond à ce dont on parlait tout à l'heure, la sociabilisation, les Mm. échanges, le partage. Je peux vous assurer que vous êtes à côté de quelqu'un qui prend un verre, qui déjeune, bah, vous allez en parler parce Bah que oui, on parle. l'espace, on est comme dans un jardin. Donc, bah, Mm. on parle à son voisin quand on est dans un jardin, forcément. Enfin, forcément, Mm. je sais pas, mais en tout cas, Si, moi, normalement. Alors là, on passe à la visite, à Maury ou bien? Parce qu'on a Tout à envie de fait. voir là. Je pense que tout le monde a envie de voir. Bon, je connais en vrai, mais quand même. Donc, nous voyons que nous sommes au 25 rue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement. Alors, je vous laisse la main, hein, on va dérouler et on va voir, on est dedans là. Voilà, donc là, on est Enfin, je rentré suis là s'il y a effectivement. besoin. Hein. J'espère que tout le monde voit bien. On est rentré à l'intérieur du bâtiment On et on voit retrouve bien. effectivement cette montgolfière en suspension dans cette triple hauteur dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est elle qui va faire le lien avec la façade de Carmen Perrin et qui va nous Ce sont les permettre finalement. ballons colorés là qu'on voit. Hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Et donc, c'est elle qui va être notre fil conducteur tout au long du projet et du voyage qui va s'opérer à travers les étages et qui va nous faire découvrir finalement différentes facettes du quartier, donc des lieux du passé, du présent et du futur. Et on va voir comment certains ballons en fait vont s'échapper de la montgolfière pour venir thématiser par la couleur les différents étages. Alors, c'est pas purement visuel ou esthétique, il y a une vraie logique derrière une réflexion de signalétique. Ça va être finalement notre système graphique global qui va nous permettre de se repérer dans le bâtiment. Et si je me retourne, on va arriver ici effectivement devant le hall d'accueil, qui est ce grand comptoir qui serpente, qui pourrait être Ça, c'est hôtel, ça fait très hôtelier. très hôtel. Et effectivement, cette dimension hôtelière, elle est très présente dans le projet. On l'a travaillé main dans la main avec les équipes Wojo, donc pas seulement sur le plan esthétique, parce qu'il y a eu beaucoup de recherche de détails, de matière, etc., mais surtout sur le plan fonctionnel, où on est venu habiller des éléments, une coque fonctionnelle qui marche bien avec les équipes Wojo, où on a privilégié l'ergonomie, le confort des utilisateurs, etc. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que ça fait aussi comptoir d'aéroport, enfin, je sais pas, voyage, etc., quand on Voilà, part vers une destination. ça pourrait être effectivement un comptoir d'une borne d'enregistrement, un bar à huile dans un aéroport. Voilà, il y a tous ces codes assez subtils du voyage qui dessinent déjà un peu un décollage imminent, les codes du départ, etc. Et on va les voir au fur et à mesure de la visite, en passant des espaces les uns après les autres. Il y a notamment cet espace de transition qui est très intéressant et qui nous plonge là, littéralement dans le voyage imaginaire, qui nous transporte dans quelque chose d'assez nuageux, assez féerique, avec cette forêt suspendue au plafond, le terrazzo XXL au sol. Donc on retrouve des codes de l'archive intérieure, mais détournés et revisités. Et puis sur le mur ici, on a travaillé avec un artiste graffeur Big O qui a fait un travail magnifique justement qui a permis de personnaliser vraiment le lieu avec cette mascotte poisson volant qui vient survoler, surplomber le lieu et faire la transition de l'espace d'accueil vers le coworking animé qui lui est un espace hyper fonctionnel aussi, très flexible. On a cette grande paroi vitrée qui nous permet de créer différents événements plus ou moins intimes en fonction des programmations qui s'ouvrent littéralement. Ouais. Et derrière cette cloison, on va retrouver également d'autres codes du voyage qui se mélangent et qui nous projettent dans quelque chose d'assez assez féerique et surréaliste. Et tout le Alors, mobilier ici. oui.
Oui, pardon. Donc, tout le Non, mobilier non. est très modulable. On a des grands espaces, mais on a quand même la possibilité de recréer différentes zones, notamment avec cet espace ici à gauche où on va pouvoir tenir une réunion à 2, à 4 ou travailler de façon un peu plus concentrée. Et le reste de l'espace est vraiment modulable avec notamment ces grandes tables rondes qui sont dessinées sur mesure pour Wojo, avec le piattement qui est un marqueur fort qu'on retrouve dans les différents sites Wojo. Et puis au centre, ici, d'autres éléments, d'autres ambiances où on va pouvoir collaborer autour de ces grandes tables pontons ou bien de façon un peu plus informelle dans ces banquettes assez fluides. C'est ce qui va d'ailleurs déterminer les espaces par moment et puis les fonctions et tout, le fait que ça soit modulable et tout. Enfin, Ben, Oui, la tout à fait. modularité, ouais, la modularité est mm. un élément très très fort de notre dispositif chez Wojo et on a De travaillé. votre brief, surprenez-nous Ouais, aussi. mais ouais, c'est ça, c'est à la fois surprenez-nous et Mais en même temps sur des fonctionnalités de ouais. modularité et avec des marqueurs forts comme la table, comme vient de le Mm. préciser Amaury, et puis des choses qui effectivement attirent, on a envie de s'y poser, de partager avec ses collègues ou d'autres personnes. Et cette salle, on a fait un événement il y a encore une semaine, elle était complètement vide et on a pu rentrer 80-90 personnes pour faire Celle qu'on voit là? absolument, absolument. D'accord. En plus, qu'elle Euh, donne accès à des terrasses et à l'extérieur. Ah oui, c'est ça. C'est hyper, surtout par les temps qui courent. Alors, Amaury, comment est-ce que vous avez tiré parti de l'espace? On voit, c'est très lumineux, notamment, je vais peut-être trop vite, mais voilà, le sous-sol et tout, il y a un puits de lumière. On voit vraiment C'est que la ça. lumière rentre. Oui, le sous-sol était un espace sur le papier assez rigide et peu lumineux. Et donc, on a vraiment travaillé sur cet apport de lumière naturelle. On a cette trémie qui nous apporte déjà beaucoup de lumière. Et comment est-ce qu'on a réussi à tirer la lumière naturelle au centre des espaces et puis travailler justement sur l'implantation de lumière circadienne qui viennent se caler sur le rythme biologique des habitants du lieu et nous permettre d'avoir une ambiance lumineuse qui soit toujours aussi agréable et effective du matin jusqu'au soir. Euh, voilà, donc on a ce poumon central qui est assez fédérateur et puis on va s'enfoncer dans le sous-sol avec notamment une série de salles, c'est beaucoup de salles de réunion thématisées qui racontent encore une fois l'histoire du quartier avec notamment cette première salle Olympiade qui est clairement inspirée de ce dont on a parlé tout à l'heure avec l'influence asiatique et la façon dont le quartier s'est transformé et s'est doté de cette saveur particulière avec ses toits en pagode, ses décorations urbaines, le mobilier également qui est très influencé. Et donc, on a sélectionné euh, tous ces éléments de décoration, cette accessoirisation pour créer une expérience assez authentique. Donc, ça va assez loin dans le choix des objets, dans le choix de cette chaise Tori notamment, des éléments sur mesure menuisés, le naming des salles, la vitrophanie, etc. Donc c'est une expérience globale qui nous permet vraiment de se plonger dans des ambiances très différentes à chaque fois. Si on avance un petit peu dans dans cet étage, on arrive sur ce qu'on appelle le coworking calme, là qui est un endroit hyper reposant, hyper zen, qu'on a imaginé comme un jardin Tao, qui est en vraie porosité avec l'extérieur. On a cette belle terrasse aussi, qui est tout sous-sol, mais qui donne l'impression d'être en haut de l'immeuble. Et ça encore une fois, ça nous permet d'avoir des espaces de travail assez variés, très modulables. On a ces tables bonsaï sur roulette, tout est très modulable et on peut reconfigurer l'espace différemment. Et on retrouve effectivement tous ces codes graphiques sur les murs, sur les accessoires, sur le mobilier qui nous transportent et qui nous font voyager dans cette ambiance assez zen et japonisante. Et puis vous disiez tout à l'heure, il y avait une couleur par étage pour la signalétique, mais du coup qui s'identifie aussi au contexte, c'est ça? Tout à fait. Donc, Extérieur, au quartier.
Si on refait effectivement un petit saut sur la coursive du premier étage, on a cette montgolfière dont certains ballons vont s'échapper pour venir thématiser dans les étages supérieurs les cafétérias ou les points de rencontre qui ont des typologies d'assises et d'espaces vraiment différentes. On a des tables hautes, des balançoires, des espaces lounge, des tables modulables. Donc c'est un vrai lieu fédérateur qui est à disposition de tous. Et je pense ne pas me tromper, Stéphane, en disant que il y a des vrais échanges qui s'y font et c'est très vivant comme lieu. Oui, absolument. C'est un peu oui, l'espace de vie de chaque étage. En plus de tous les espaces de vie qu'on peut avoir au rez-de-chaussée, il y a l'espace de vie de l'étage avec les différentes entreprises qui sont installées pour déjeuner, pour prendre un verre, pour tout simplement discuter. Et donc, voilà quoi. Et le fait qu'il y ait une couleur différente par étage, on peut aller sur tous les étages évidemment, donc on peut changer. C'est là où le concept de la surprise est intéressant, c'est qu'on peut pour tous ceux qui ont vécu dans des immeubles de bureaux où il se passait rien, où tous les étages étaient les mêmes, où Voire s'y perdre parce que c'est tous les mêmes. voilà, nous on a essayé d'avoir une signature pour chaque étage, déjà une couleur, mais au-delà de la couleur, il y a des fonctionnalités qui changent un peu, et donc on peut bouger, on peut se retrouver, on peut rencontrer d'autres entreprises en allant d'étage en étage. Donc c'est là où c'est aussi intéressant d'avoir une histoire tout au long du building. Alors, L'histoire, effectivement, elle se raconte au gré des salles de réunion, etc. Là, ici, par exemple, typiquement sur la salle de la bibliothèque François Mitterrand, qui est dans une ambiance très feutrée. On va pouvoir tenir des réunions peut-être plus des boards, dans une ambiance un peu plus studieuse et concentrée. Et puis, au fur et à mesure des étages, effectivement, on ne va pas tous les faire parce qu'on court toujours un peu après le temps, mais on va monter dans cette dernière cafétéria dans cet espace qui est très sympa, très généreuse aussi, et qui, pour le coup, s'inspire, elle, de toute cette palette de verres, d'éléments, de pépites architecturales du quartier, avec la tour biodiversité, la cité du c'est vrai design et que de la mode. c'est un très beau quartier architecturalement parlant, hein. Tout à fait, très inspirant aussi pour nous qui avons voulu connecter effectivement cet espace à son environnement. Et on a expérimenté différentes choses en termes de mobilier, de matière, etc. Notamment cette table gonflable qui est très sympa pour des réunions ou des Ah, c'est discussions assez marrant. animées. Alors, on est toujours un peu en mouvement, donc c'est assez stimulant. Et puis, on a un dernier étage qu'on voulait vous partager au 9e, qui est un espace premium, Wojo, très bel espace traiteur qu'on va pouvoir réserver pour la matinée, la journée, la soirée et créer des événements sympas, vraiment la tête dans les nuages, où on retrouve des codes d'un voyage un peu plus galactique ou spatial, avec notamment cette grande fusée aux couleurs de Wojo, ces inserts C'est de Tintin sur la Flotex. Lune et Thomas Pesquet. Mélange. Voilà, on s'en rapproche. Ces grands inserts de Flotex au sol, façon planète. Et puis, sur le plan fonctionnel, un très bel espace traiteur ici, qui va permettre au lieu d'être totalement indépendant pour la journée complète. Et puis, toute une série d'accessoirisations, encore une fois, qui nous font voyager et qui nous projettent dans un univers toujours un peu féerique et spatial. On voit quand même de manière incroyable de cette réflexion du design de l'architecte d'intérieur que vous êtes tous et que du coup on revient aux essentiels, c'est-à-dire que les gens soient bien dans un endroit. Alors si on devait conclure, parce que je pense qu'il faut conclure, on ne dit rien, mais Non, oui, non, bah là, c'est vrai que le bien-être est capital. Sur le plan de l'archi d'intérieur, si on veut reboucler la boucle, effectivement, sur ce dernier visuel de façade dont on s'est inspiré au début, on voit que c'est vrai que l'ensemble du projet architectural est assez cohérent. Et je pense que les habitants du lieu, Stéphane pourra le confirmer, sont heureux et vivent des moments sympas chez Wojo. Oui, en tout cas, merci d'avoir contribué à l'épanouissement et
la satisfaction de nos clients d'un point de vue design, mais on voit bien que tout ça est un ensemble et Bien que sûr. avec ce qu'on a dit au début, c'est la situation qui permet une révélation de la fonction de travail. Et je disais tout à l'heure, toutes les planètes sont alignées entre le besoin des entreprises de changer de monde en termes de travail, de faire des économies, d'avoir de la flexibilité, de l'optimisation, des salariés de vivre quelque chose de nouveau et de redonner du sens au lieu de travail. Cette conjonction-là, avec la volonté aussi, encore une fois, des investisseurs et des propriétaires d'immeubles d'aller dans ce sens-là, nous ouvre les voies sur beaucoup d'innovation en termes de design, d'agencement, et qui permettent réellement de reconnecter les collaborateurs, les entreprises au lieu de travail. C'est le but de Wojo avec des partenaires comme Tetris, et on y arrive. Le retour, le rendu, la satisfaction des clients, des premiers clients, puisqu'on vient d'ouvrir sur Tolbiac, est assez phénoménal. Euh, à en voir les retours que nous avons, c'est fabuleux de pouvoir enfin dire je suis heureux d'aller tous les matins au bureau. Valérie? Ah, moi, je reviendrai sur le rôle du design, en fait, hein, normal. Hein. Je suis Bah oui. directeur d'une équipe qui est constituée de plein de jeunes. Enfin, ce que dit Stéphane est vraiment important, en fait. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de codes et puis des freins très importants au développement du design dans les usages et aussi dans les codes esthétiques dans le milieu de l'entreprise. Et puis, ben, c'est un des bienfaits, on en a parlé, on peut se réjouir aussi du coup de pied dans la fourmilière qu'a donné cette révolution qui a été liée à la Covid. Euh, Là, je vois toute l'équipe. On a une jeune équipe avec un grand intérêt pour tout ce qui est comment on peut réinventer le travail, comment on peut prendre soin de notre planète. Enfin, on sait tout un tas de préoccupations sociales qui sont vachement importantes et qui sont portées justement par toutes ces générations. Et ben, on vit un moment très important. Et pour la première fois depuis quand même quelques années, j'ai l'impression que du coup, les designers vont un peu pouvoir prendre le pouvoir et transformer le monde du travail. Et ça, c'est vraiment un truc qui est un moment assez inestimable. Donc voilà, me dire, hop, prenons le pouvoir. Je sais que ça vous touchera, Sylvie, parce que la révolution du design, c'est une chose que vous suivez depuis longtemps. Le Que design j'adore, studio, bah oui. Et là, on est en train d'ailleurs également dans la restructuration de nos équipes, puisqu'on a rassemblé les équipes de designers de JLL et de Tetris pour monter un studio de design avec des nouvelles pratiques, une nouvelle façon de regarder les choses. Et on vit vraiment ce moment avec une grande intensité et avec déjà des idées derrière la tête et des productions qui sont en train de sortir qui vont, je pense, vraiment casser les codes. Bon, alors, vive le design, ça c'est ma Vive le conclusion. design. Et ensuite, alors, question-réponse. Donc là, visiblement, on vous pose une question sur les coûts de tout ça. Stéphane, Valérie? Oui, je veux bien commencer à répondre. Hmm. Sur les coûts ou les supposés surcoûts. Hmm. En l'occurrence, par rapport à la conception classique, il n'y a pas un surcoût important. Alors, plus le bâtiment est important, plus le coût Oui. est limité, évidemment. Mais il ne s'agit pas réellement ici de surcoût sur des aménagements comme cela par rapport à quelque chose de classique. Ah, évidemment, il y a un investissement plus fort, mais cet investissement est réellement euh, euh, il y a un vrai Il y a un retour. retour sur Ouais, investissement par réel. rapport aux entreprises qui décident de venir chez nous en disant, bah, au moins je raconte une histoire et j'ai une vraie attractivité. Et à la question comment on, euh, on travaille sur la trilogie entre le travail à la maison, le travail au siège ou le travail dans des espaces comme celui-là, bah, nous, déjà, sur nos espaces, pour les petites entreprises, le siège et l'espace de coworking est fusionné puisqu'on on loue des espaces de bureau. Donc, pour les PME et les startups, ils ont le siège et les espaces de coworking ensemble. Pour les grandes entreprises qui viennent chez nous,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils aménagent la semaine de façon un peu différente et les bureaux aussi de façon différente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 jours à la maison, 2 jours dans des espaces comme cela et une journée au siège ou inversement. Donc, on est en train de reconfigurer la semaine type. On les aide à cela. En plus, comme on a plusieurs localisations, encore une fois, ça nous permet de leur donner des, euh, des nouvelles façons d'organiser la journée de travail. Ben, Donc, ça veut dire que alors, pour finir sur les coûts, puis après, il y a une question aussi sur comment est-ce que une entreprise mixe cette hybridation justement entre le siège classique, le coworking et le travail à la maison. Vous avez quoi comme retour par rapport à ça? Et est-ce que, vous parliez de coûts, mais est-ce que les entreprises sont prêtes à supporter ça visiblement? Vous, Stéphane, de l'expérience par rapport à vos ouais, clients, vous avez quoi? alors, on a évidemment beaucoup d'études qui Mm. tendent à montrer que entre un bail traditionnel et un poste de travail, aujourd'hui, dans nos sites, il y a même une économie de Ouais. l'ordre de 15 à 20. C'est-à-dire que, évidemment, il faut comparer les choses comparables. Nous, on vend des postes au mois ou à l'année, et sur un bail traditionnel, c'est une location annuelle. Mais il faut pouvoir comparer des choses comparables, c'est-à-dire de rentrer tous les coûts de chaque côté. Nous, c'est vraiment clé en main. On vient, on s'installe. Il n'y a pas de coût d'exploitation, il n'y a pas de coût d'énergie, il n'y a pas de coût d'accueil, il n'y a pas de coût de Wi-Fi. Tout est clé en main comparé à un bail où on doit faire des investissements, où on doit peut-être s'occuper de toute cette notion de décor. Et ça prend du temps, c'est un vrai job, hein, de faire tout ça. Et donc, les entreprises n'ont pas le temps et ne se donnent malheureusement pas les moyens de le faire. Donc, ils nous le confient quelque part, cette animation du lieu. Et donc, quand on compare vraiment les coûts, ben, on a une économie en venant chez nous de l'ordre de 15 à 20. Donc, c'est profitable pour les PME qui se lancent, mais également pour les grands groupes. Voilà. Après, il y a des organisations de travail différents. On a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui nous disent, ben, écoutez, on est 20, moi j'ai besoin que de 10 postes, on va tourner, puisque maintenant il y a le home working, et donc en l'occurrence, le coût est quand même largement diminué s'il devait prendre un espace de 20 personnes dans un bail traditionnel. Alors, pour conclure, il y a une petite question très drôle et peut-être ça va ouvrir vos chakras, Valérie, pour une suite là. Mhm. C'est votre vision pour 2026 et pour la nouvelle vie de Sophia, la fameuse dont vous avez Ah, parlé tout à l'heure. ouais, C'est déjà, sympa ça si vous avez et puis peut-être une recherche d'éditeur du coup, on ne sait jamais. déjà, on va dire que Sophia, elle a eu du nez parce qu'elle s'est installée en province avant que les prix de l'immobilier Oui, flambent à Bordeaux et voilà, c'est ailleurs. ça. Voilà. Non, non, pour la vie de Sophia, bah, on en parle hein, depuis tout à l'heure. Il y a une vraie volonté de réconcilier le travail avec la vie, hein. Stéphane en parlait tout à l'heure. Bon, le travail, l'étymologie, c'est une sorte de souffrance, etc. On s'aperçoit quand même qu'au quotidien, on n'est pas reconnu. Si on n'est pas intégré dans le travail. Ce qui est dommage, c'est qu'on a cloisonné le travail et la vie quotidienne. Là, gros bouleversement. On s'est posé la question de la fin du bureau. On s'aperçoit que c'est un lieu de socialisation important, avec une dimension en termes d'animation qui est très forte. Je crois beaucoup à cette notion d'animation et d'événementialisation des lieux de travail. Je prends un exemple, une réflexion qu'on a eue récemment. Beaucoup de grandes entreprises cherchent à développer des modèles de créativité pour développer du business, hein, que ce soit du brainstorming, facilitation graphique, passage en mode agile. Ça veut dire des espaces particuliers, ça veut dire également des équipes qu'on va devoir former pour travailler dans ces pratiques-là. On s'aperçoit aussi qu'on peut aller se rendre dans un centre de coworking ou un espace qui est dédié à des séminaires, et là qu'on fait le trajet soi-même avec son équipe, et que finalement on vit quelque chose qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus prolifique et beaucoup plus quelque part gratifiant. Donc on peut se dire que peut-être que dans l'avenir, cette notion de service-là, elle va être mise peut-être même au sein d'un bâtiment, dans un socle de service. On pourrait trouver un lieu qui est uniquement dédié à de l'animation managériale, sur des principes créatifs, se disant par exemple, ben, mon boss, on a un nouveau sujet et on veut travailler sur ce sujet-là avec un apport créatif intéressant. Donc l'idée d'aller se déplacer et d'aller soit dans le lieu de mon entreprise,
On peut imaginer qu'il y ait, j'allais dire, presque un département qui soit dédié à ces solutions-là, soit dans un lieu qui est un lieu qui est compris dans mon ensemble immobilier, ma tour, mon campus, etc. Et du coup, on vient événementialiser et on vient aussi créer un quotidien qui est un peu différent. C'est-à-dire que plutôt que de se prendre une charge au quotidien, eh bien là, on fait quelque chose qui est intéressant, on fait quelque chose qui est dynamique, et du coup, on vient créer quelque part un peu des happenings dans la journée. C'était une demande qui était exprimée. Je crois qu'on va. Ouais. Valérie, Voilà. Là, Bon, c'est juste globalement, pour finir l'idée parce qu'on va conclure. Et Amaury, c'est un mot. Après, Valérie, finissez votre idée. d'accord. Bon, Là, on me dit qu'il faut conclure. Il faut conclure. Je suis passionné par mon sujet. Bon, bref. Oui, oui. Non, mais Allez-y. vous pouvez refaire une autre session pour expliquer tout ça sur les prospectives encore plus lointaines. Amaury, un autre brief comme ça, alors. Non, mais avec plaisir. Et c'est vrai que c'est Surprenez-nous. toujours hyper stimulant, au-delà du storytelling et de l'aspect graphique d'un projet. Il y a toute la profondeur derrière et tout le travail de co-création, de co-réflexion qu'on a avec les clients et on a eu spécifiquement avec Wojo. Et c'est ça qui fait au final que le lieu est sympa à vivre, joli à regarder. Et je pense que ces deux notions sont toujours indissociables l'une de l'autre. Et ce qui est sympa, c'est effectivement que les briefs évoluent vraiment dans cette direction-là. Qui suivent des précurseurs comme Wojo. Et donc, ça nous ouvre. On a dit rapide, Amaury. Pardon. Déterminé. Non, mais ça ouvre un champ créatif pour nous qui est super excitant. Donc, voilà, c'est top. Bon, eh ben, merci à tous les trois. Et puis, merci à vous Sylvie, tous. merci à tout le monde. Merci à vous tous d'avoir suivi cette session. Et puis, à bientôt alors. Ouais. Vous êtes tous Ici, bienvenus ailleurs. dans les Wojo. Vous êtes tous Oui, bienvenus. voilà. Allez vivre en vrai. Oui. On fera une petite fête visiblement puisque ça sera festif dehors pour ne pas s'enfermer. Voilà. Exactement. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.